Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va parler de l'orbite circulaire. On va démontrer des formules pour la vitesse en orbite circulaire, la période, l'énergie mécanique et on va même démontrer la troisième loi de Kepler. Tout ce qu'on fera peut être utile pour le bac. Commençons tout de suite. Petit rappel sur la force gravitationnelle. Si on a deux masses, petit m et grand M, alors elles sont attirées par la force gravitationnelle, dont la norme est donnée par Fg égale gmm sur r carré, où g est la constante de gravité et grand R est la distance entre les centres de masse des deux corps. Parlons un peu du repère de Freinet. En gros, c'est comme un repère OXY classique, mais il n'est pas statique. L'origine est placée là où on se trouve, enfin là où se trouve le corps, étudié, en orbite, et les vecteurs unitaires bougent avec. On a UT, le vecteur unitaire tangent, toujours tangent à la trajectoire, et UN, le vecteur normal unitaire, toujours perpendiculaire au vecteur tangent, soit normal à la trajectoire. Dans le cas d'un cercle, UN pointe vers le centre, il est centripète. Dans le repère de Freinet, l'accélération est donnée par A en vecteur égale dv dt, donc la dérivée de la norme de la vitesse, fois ut, plus v carré sur r fois un. Attention, dv dt en vecteur n'est pas dv dt en norme. Mais donc, on décompose l'accélération en une composante tangente et une normale, en gros. Maintenant, calculons la vitesse en orbite circulaire. On a un astre de masse grand M, assez grande pour que l'astre puisse être considéré immobile. Autour de cet astre, on a une planète de masse petit m en orbite circulaire de rayon r. On sait déjà que la vitesse est tangente à la trajectoire, et ce, en n'importe quel point de celle-ci. On sait aussi que la force gravitationnelle est orientée vers l'astre, et donc vers le centre du cercle, en tout point. Mais donc, ça veut dire qu'en tout point, la vitesse est perpendiculaire à la force. La force gravitationnelle est donc entièrement portée par le vecteur UN centripète. On peut écrire Fg en vecteur égale la norme de Fg fois UN. Maintenant, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Or, on sait que la seule force, c'est Fg, que l'on vient d'écrire comme norme de Fg fois UN. Et on peut également substituer l'accélération de Freinet, nous donnant cette équation-là. Ici, on se rend compte que du côté gauche, on a seulement UN, alors que du côté droit, on a aussi bien UT qu'UN. En projetant sur UT, on se rend compte que l'accélération tangentielle est nulle, soit que dv dt égale 0. La dérivée de la vitesse, de la norme de la vitesse plutôt, est donc nulle, donc la vitesse en norme est constante. Et en projetant sur UN, on voit que Fg est égal à mv carré sur r. Certains appelleraient mv carré sur r une force de type centripète. On remplace la force par gmm sur r carré, comme on a vu, on isole la vitesse et on obtient v égale racine carrée de gm sur r. Ok, pas mal. A noter que certains préfèrent travailler avec seulement l'accélération centripète, ou la force centripète, et pas avec le repère de Freinet. Ça dépend de votre prof. Maintenant, calculons la période d'orbite. On vient de montrer que v égale racine carrée de gm sur r. On a aussi montré que la vitesse était constante, donc on a un mouvement circulaire uniforme, ou MCU. La vitesse étant constante en norme, elle est égale à la distance parcourue divisée par le temps, ce qui est égal au périmètre du cercle, 2πr, divisé par t, la période. Une autre manière d'arriver à la même chose, c'est d'utiliser la formule des mouvements circulaires V égale oméga R. Or, on a un MCU, donc oméga égale delta θ sur delta t, la vitesse angulaire oméga, ce qui est égal à 2π sur t. L'angle, c'est 2π radians, et le temps écoulé, c'est juste la période. Et on obtient aussi 2πr sur t. Mais donc, on peut dire que racine carrée de gm sur r égale 2πr sur t. On isole t en multipliant par r sur gm, et on obtient t égale 2πr
fois racine carrée de R sur GM. Et pour plus d'élégance, on peut ramener le R à l'intérieur, donnant 2pi racine carrée de R cube sur GM. Puis, énergie mécanique d'orbite. De nouveau, on sait que V égale racine carrée de Gm sur R. L'énergie cinétique a pour formule 1 demi mv carré. Donc, en orbite circulaire, l'énergie cinétique est de 1 demi m fois racine carrée de Gm sur R au carré, ce qui est égal à Gmm sur 2R. Or, on sait aussi que l'énergie potentielle de pesanteur est donnée par EPP égale moins Gmm sur R. Et ce pour n'importe quelle orbite, ça ne doit pas forcément être une orbite circulaire. Donc l'énergie mécanique en orbite circulaire, qui est la somme des énergies cinétiques et potentielles, est Gmm sur 2R moins Gmm sur R. On met le Gmm sur R en évidence, et il nous reste 1 demi moins 1 dans la parenthèse, ce qui donne moins 1 demi. Donc l'énergie mécanique, ou l'énergie totale, sera Em égale moins Gmm sur 2R. Dernière ligne droite, ou plutôt trajectoire circulaire. La troisième loi de Kepler. Celle-ci nous dit que T carré sur R cube est égal à 4pi carré sur Gm. On commence avec notre ami la vitesse d'orbite circulaire. V égale racine carrée de Gm sur R. À cela, on ajoute la formule liant vitesse et période, comme tout à l'heure. V égale 2πr sur T. On arrive à la même égalité qu'avant, que l'on élève au carré. Donc Gm sur R égale 4pi carré R carré sur T carré. On réarrange un petit peu et on n'a que T carré sur R cube égale 4pi carré sur Gm. C'est QFD. D'ailleurs, fun fact, cette formule est valide même dans le cas général de l'orbite elliptique. On remplace simplement le R par le demi-grand axe A. Mais ici, ça c'est pas très important. Et c'est à peu près tout.